Salut à tous, comme vous le savez, on a fait plein d'indicateurs maison, notamment autour de Ethereum. On avait vu que l'activité on-chain, elle avait vraiment augmenté. On avait calculé la latence moyenne qu'on pouvait avoir, un intervalle de confiance. Cet intervalle, il a été dépassé. On était à ça de le passer, mais c'est vraiment dommage. Est-ce que c'est définitif ou alors est-ce que ça va revenir? Mais écoute, on va essayer de voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, c'est parti. Bon, du coup, l'histoire, elle commence ici avec cette charte qu'on a étudiée il y a de ça une bonne dizaine de jours là. C'est la Ethereum Weekly Engagement. Et ça te montre finalement les interactions, le nombre d'adresses qui interagissent avec Ethereum, que ce soit la layer 1 ou la layer 2. On a fait plein d'analyses ensemble, que ce soit sur l'aspect financier, l'aspect économique, bref, on va pas rentrer dans le sujet. Là, ce que tu vois en orange, c'est les layer 2 qui prennent de plus en plus de place. Du coup, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on avait un pic vraiment qui était hors du commun. On avait une fréquence qui sortait du lot, qui était anormalement haute. Et donc, ce pic d'activité, à un moment donné, il va se refléter sur le cours d'Ethereum. Et on allait voir dans le passé d'Ethereum, lorsqu'on avait une fréquence qui était anormalement haute, sans surprise, tu te doutes bien qu'il y avait une explosion, mais on a regardé ensemble la latence qu'il y avait. Parce qu'en fait, finalement, ça là, lorsque tu vois un pic de fréquence, une grosse augmentation de l'activité sur Ethereum, eh bien en fait ça vient pré-shot, ça vient annoncer, anticiper un pump sur le cours d'ETH. Et du coup, on avait regardé la latence moyenne et on l'avait estimé à 11 jours. On l'avait estimé à 11 jours et du coup, tu étais censé avoir un pump sur l'ETH qui aurait dû arriver le 12 juin 2025. Le 12 juin 2025, est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé ? On va pas se rappeler des mauvais souvenirs, mais bon, je te donne un petit indice. Allez, perruque, McDonald's. Very simple. It's very simple. Bon, t'as compris. Donc Trump, il nous a cassé les pieds et forcément, le jeton ETH d'Ethereum n'allait pas partir tout seul. Mais regarde comme on était à deux doigts. On était vraiment calibré à la journée près pour péter, quoi. On est passé aux alentours des 2300$ au plus bas sur la journée du 6 juin et on est monté aux alentours de 2900 sur le cours de ETH. Même si on n'était pas à la journée près, c'était quand même extrêmement curieux de voir que notre analyse avec nos petits indicateurs maison, tu vois, qu'on se cuisine entre nous, eh bien, ça a mené à avoir une sortie de ce canal. On a eu un plus haut, tu vois. On a eu un plus haut qui était plus haut, du coup, que celle du 29 mai, etc. On n'a pas fait un ATH, d'accord, parce que l'ATH, il était sur le cycle précédent. Mais bon, la première question à se poser, c'est est-ce que les indicateurs maison qu'on est en train de se faire régulièrement, ils fonctionnent? Ben, comme tu peux le voir, c'était plutôt clair, quoi. C'était plutôt clair. On avait une grosse poussée qui arrivait, du coup, à cette date où c'était censé partir, où c'était censé, du coup, refléter l'activité d'Ethereum sur le token ETH. Mais avec un bordel pas possible à travers le monde sur la macro, Donald Trump qui nous fait des dingueries, mais forcément, on ne peut pas partir tout seul. Ça, c'est la première chose. Et la seconde question à se poser, c'est est-ce que Ethereum va finir par partir ou alors non, c'est terminé. Il va nous faire une espèce de Bart Simpson, là, tu vois, la tête de Bart Simpson, les cheveux, et on va repartir en direction, boum, des 1800$. Donc, on va essayer de traiter ça ensemble. Donc, l'activité, on vient de l'analyser, c'était bel et bien une fréquence anormale. On est toujours haut sur cet indicateur, mais il semblerait bel et bien que là, on soit du coup sur une décroissance de l'activité qui arrive sur Ethereum. Mais ce qui est vraiment plutôt intéressant d'analyser, tu vois, c'est les ETF Ethereum. Les ETF Ethereum. Pourquoi? Eh bien parce que finalement, on commence à avoir des inflows qui sont vraiment plutôt intéressants. Vraiment plutôt intéressants. Regarde-moi ça. On a fait un W là, qui est magnifique, avec du coup une jambe, la deuxième jambe du W, où on a atteint un afflux net total de 458 millions de dollars, tandis que l'afflux qu'on avait à la début mars, du coup, à la sortie du coup de notre top sur le Bitcoin et le monde de la crypto-monnaie, on était à 365. Donc là, on a fait un vrai W et tu as initié une tendance haussière. Là où pour les ETF Bitcoin, c'est en train de faire le contraire. Tu vois, on est en train d'avoir une désaccélération sur l'argent qui rentre via les ETF. Là, pour Ethereum, c'est bien clair. On a de l'argent qui arrive de plus en plus. Et là, c'est de l'argent institutionnel. C'est du gros argent. Et tu vois, quand on parle d'une semaine là, où on a 450 millions d'euros d'inflow qui arrivent sur Ethereum, les gars, il est beaucoup moins capitalisé Ethereum que Bitcoin, tu vois. Donc, c'est vraiment pas mal. Tu peux multiplier par 10 pour avoir une petite idée, un ordre de grandeur. C'est comme si tu avais 4 milliards 500 millions qui arrivent sur le Bitcoin. Donc ça vient soutenir le prix, c'est une très bonne chose. Ensuite, un autre point qui est plutôt pas mal, c'est l'accumulation des adresses de tokens ETH. Les adresses qui anciennement avaient déjà de l'Ethereum accumulent encore plus d'Ethereum. Et là, c'est extrêmement visible, tu as un pic, tu as une fréquence qui est complètement folle. On a eu du coup un inflow permanent holder de 600 000. Alors que du coup, lorsqu'on était à notre bottom, aux alentours des 1500$ là, on avait moins de 100 000 du coup inflow permanent holder. Donc on a clairement de l'attraction autour du token ETH et ça se reflète par cette métrique et par la précédente qu'on a vue juste avant. Mais c'est pas fini, comme tu peux le voir aussi avec ce graphique qui a été partagé par CryptoQuant. Ethereum, il a atteint un record historique en matière de jalonnement. Donc en matière de stacking, il y a plus de 35 millions d'ETH qui
sont bloqués. Regarde, ça c'est la courbe bleue, c'est le nombre de ETH qui sont stackés. Et là, on est en train d'augmenter sur le prix, d'accord? On est passé des 1500$, voilà, on a fait une belle petite performance, d'accord? Bien sympathique, on est monté à 2005. Et parallèlement à ça, tu pourrais supposer que du coup, les gens qui détiennent de l'ETH qui est déjà stacké devraient le déstacker pour l'amener sur un exchange, ok? Et préparer son ordre de vente, parce que le token est en train de prendre de la valeur, donc il faut se préparer à vendre. Eh ben non, on a une augmentation du nombre d'ETH qui est stacké. Et ça, c'est un très bon point là aussi qu'il faut noter. Parce que ça veut dire que les holders d'Ethereum ne sont pas prêts à vendre Ethereum à ces prix-là. 2500$, c'est pas suffisant. Et ça, c'est plutôt encourageant. Et puis, comme tu peux le constater, on a tous les géants de ce monde qui construisent sur le réseau Ethereum. En passant par BlackRock, PayPal, Wisdom, Apollo, Franklin Templeton, enfin bref, comme tu peux le voir, on a eu une explosion depuis maintenant la période, voilà, fin avril, mai, juin. On a une vague du coup d'adoption du réseau Ethereum. On parle de RWA, on parle de stablecoin, il y a tout le monde qui essaye du coup de se mettre dans ces business-là parce que c'est clairement des machines à cash. On a déjà regardé les revenus ensemble, c'est complètement fou. Il y a toujours de plus en plus d'attrait autour du réseau Ethereum. Ce qu'il faut prendre avec des pincettes, c'est que le token ETH, on l'a déjà vu ensemble, on a fait plein de débats, plein d'analyses là-dessus. Le token ETH va se nourrir un petit peu de l'activité qu'il va y avoir sur son réseau, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Par ailleurs, tu le sais que BlackRock a lancé un ETF Ethereum et ils ont beaucoup d'Ethereum, ils en accumulent de plus en plus, on a vu les ETF. Bref, on a vu la semaine dernière que BlackRock déplaçait ses Ethereum. Il est déplacé vers plein de petites adresses à coût de 10 000 Ethereum par adresse et du coup c'était extrêmement suspect. Donc j'avais copié les adresses, tu vois, et je les analysais rapidement tous les jours et je te faisais un petit point là-dessus. Si je t'ai pas fait un point hier ou avant-hier, du coup c'est que maintenant les adresses ont été analysées par Arkham et elles appartiennent bel et bien du coup à BlackRock. Donc en fait on est là justement sur de la diversification, il faut en sorte de se protéger d'un potentiel hack, d'une adresse ou quoi que ce soit. C'était la première hypothèse qu'on s'était fait concernant la sécurité. En fait ils essayent de se diversifier, d'avoir de l'Ethereum sur plein de petits portefeuilles. Mais bon, d'un autre côté, ce que tu peux te dire, c'est que ils n'avaient pas l'intention d'appuyer sur la gâchette pour l'envoyer rapidement à Coinbase pour les vendre. Donc on a l'impression que même les investisseurs qui passent par les ETF de BlackRock ne sont pas prêts pour le moment à vendre du ETH. Si on regarde la carte thermique des liquidités sur Ethereum pour voir où est-ce que ETH pourrait être attiré. Alors on va pas se faire d'histoire, ok, on a quand même des zones stratégiques où il y a de la liquidité en direction des 2003, même en direction des 2200$, ça serait pas impossible. Mais si on commence à faire un petit balayage, quand on commence à partir en biberine, ok, on va chercher les 2003, les 2000, même les 2000$, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passera ? Les gens vont être encore plus pessimistes qu'ils ne le sont déjà. Si tu vas voir les funding rates qu'on regarde tous les jours, ils sont vraiment très bas pour pas dire négatifs. Et puis ensuite, au-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Au-dessus, il ne se passe pas grand-chose. On n'a pas énormément de liquidité. On a des petites zones vertes, tu vois, mais on n'a rien de jaune, quoi. On n'a rien de jaune. Après, c'est vraiment la route qui est libre. On a un premier stop aux 3700$, mais ça peut aller extrêmement vite. Ça peut aller extrêmement vite de la même manière que le short squeeze qu'on avait eu juste ici, tu vois. Ce short squeeze, là où on était passé des 1800$ et on avait atteint très rapidement les 2500$, ça n'avait pas pris longtemps. Ça avait vraiment pas pris longtemps. On avait fait ça en l'espace de un jour, clairement. Donc en fonction du contexte actuel, en fonction de l'économie, en fonction des nouvelles, en fonction de Trump, les Trumperies, qu'est-ce qu'il va nous annoncer, s'il va partir en guerre avec l'Iran, bon, on verra ça dans tous les cas. Mais ce qui ne serait pas impossible, qu'on a vu sur l'euro, qu'on a vu sur plein d'actifs finalement, c'est de faire une espèce de week-off. Un espèce de week-off à l'échelle des lits, c'est vraiment pas impossible. Tu vois, une espèce de structure où tu ranges, tu vois, entre les 2000 et 2700$, boum, et là d'un coup tu fais une chute en dessous du range, tu viens récupérer un maximum de liquidité, celle qu'on vient de voir juste avant, pour ensuite repartir au nord. C'est ce qu'on a connu sur l'euro il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, on l'avait regardé ensemble. C'est un scénario qui est envisageable. Il y a un monde où ça pourrait se passer de la sorte, ça viendrait mettre tout le monde sur le côté. Tu fais le balayage au sud et tu fais le balayage au nord. Voilà. Comme ça, la pièce, elle est vraiment clean. BingX, c'est un exchange complet. Plus de 1000 crypto-monnaies. Spot, Futura est fait pour les pros comme les newbies. BingX, 6000 USDT. À venir chercher.
Petite dédicace pour les plus anciens. Donc ça a été dit en musique, mais sur BingX, du coup tu l'as compris, tu as plus de 6000 USDT à récupérer en passant par mon lien, sinon c'est un petit peu moins. En parallèle de quoi, si tu t'inscris via mon lien et que tu déposes 100 $, tu peux venir sur mon groupe Premium où je te partage des trades, des positions, des analyses à moyen et long terme. Il y a aussi un trader du coup qui est en train de rentrer dans le groupe avec moi, le groupe Premium, justement pour essayer de délivrer des petits trades, pour essayer d'apprendre à tout le monde à faire des trucs sympatoches. Donc merci à BingX de soutenir la crypto brève et de me faire un petit peu chanter. C'est en description que ça se passe si tu veux rentrer dans le groupe Premium et que tu veux te créer un compte BingX et participer potentiellement à ce petit bonus exclusif de 6000 $ pour les filles. Bon, ceci étant dit, si on fait un petit point sur l'actu maintenant, on va pas rentrer dans les détails de la guerre parce qu'il y a des rebondissements tout le temps, ça parle, le matin ça va bien, l'après-midi ça va pas bien, l'Iran veut négocier, il veut pas le négocier, Trump est patient, il propose un accord et finalement il veut attaquer. Là, comme tu peux le voir, il a dit que nous avons désormais le contrôle total et absolu du ciel au-dessus de l'Iran. L'Iran disposait de beaux radars et d'autres équipements de défense et en grande quantité. Il demande aussi en parallèle de quoi maintenant? La capitulation totale. Est-ce que l'Iran va accepter? Est-ce que l'Iran va se mettre à genoux? Bah écoute... Honnêtement, ça paraît un petit peu mal barré cette histoire, donc on va suivre ça de près, mais dans tous les cas, voilà, je pense qu'il faut essayer de se tenir un petit peu en recul de ce qui est en train de se passer, parce qu'on ne peut rien y faire de toute manière. Concernant l'argent qui arrive par la porte des ETF Bitcoin, on a eu 412 nouveaux Bitcoins qui ont été achetés, et 266 de la part de BlackRock, donc ça c'est plutôt encourageant. Et le scénario qui serait vraiment digne des plus grands films hollywoodiens qu'on aimerait voir, ben, c'est d'avoir une semaine où tu vois le Bitcoin il corrige un petit peu, il reste en direction des 100 000 $. Les institutions profitent pour acheter du Bitcoin pour accumuler un maximum parce qu'elles pensent que le Bitcoin peut aller plus haut. Et du coup, on vient casser les précédents sommets sur l'accumulation des ETF de Bitcoin. C'est pas inenvisageable. Il nous faut une semaine, tu vois, où on fait 5 jours full. 5 jours full où on accumule un max de Bitcoin. Et là, ça pourrait changer la donne. Dans le cas contraire, on est toujours sur une petite désescalade de l'argent qui arrive via les ETF de Bitcoin. Si on fait un petit point sur l'inflation fournie par Trueflation, elle est actuellement à 2,1. Donc on est toujours au-dessus de notre target, de la target de la Fed qui est des 2%. On a une petite augmentation. On est venu rebondir sur la ligne de coût de ce gros W, tu vois, à l'échelle weekly qu'on a fait là. Mais bon, aujourd'hui, on a quand même une échéance hyper particulière. On a l'échéance du FOMC. Donc, on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Ça va tomber à 20h. On a vraiment quasiment pas de chance d'avoir une baisse de taux d'intérêt. Mais à 20h30, on a le discours de notre bon vieux Jérôme Powell. Et là, Sherlock Holmes, il faudra se tenir au courant. Il faudra regarder ça de près parce que le discours, il va être vraiment analysé au poil de près, parce que si on a un Jérôme Powell qui est rassurant vis-à-vis d'une potentielle baisse de taux qui arriverait, on l'espère, en septembre, eh bien ça pourrait donner un petit peu de cœur à l'ouvrage, un petit peu d'énergie, un petit peu de gaz là, tu vois, dans la bicyclette, au marché. Donc on va suivre ça de près, dans tous les cas on se tiendra au courant, que ce soit sur Telegram ou sur Twitter. Concernant les news plutôt sympatoches qui sont tombées, on a la Thaïlande qui exonère l'impôt sur les plus-values de la crypto pendant 5 ans. C'est super intelligent de leur part, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà, on a une adoption qui est de plus en plus folle. Déjà la Thaïlande, tu vois, déjà en tant que pays, ça attire un maximum de personnes. Alors là, tous les crypto-bros qui se sentent plus en sécurité en France, qui se sentent plus en sécurité je sais pas où et qui payent je sais pas combien de taxes, crois-moi que ça va les attirer. Tu vois, des pays comme la Thaïlande, ça risque de les attirer. Ensuite, une news sympatoche qui est tombée, on a Coinbase qui demande l'approbation de la SEC pour proposer des actions tokenisées sur blockchain. Donc on parle de tokenisation, on parle de real world asset. Avec le monde des stablecoins, la narrative des RWA, c'est vraiment une narrative qui est extrêmement à la mode parce qu'il y a plein d'argent à faire là-dessus, donc c'est pour ça que tout le monde s'engouffre là-dedans. Ensuite, pour rester dans le domaine du RWA, ça bouge du côté de Ondo Finance. Qu'est-ce qui se passe? Ondo, en fait, finalement, il frappe fort avec la création de la Global Market Alliance. Donc, il y a Solana qui va rejoindre l'Alliance, il y a BitGet Wallet, il y a Jupiter, Trust Wallet, et bien d'autres. L'idée, c'est de faire passer la tokenisation à une autre étape encore, améliorer les standards techniques et la conformité des actifs tokenisés, un accès toujours plus simple pour les RWA et de plus en plus de liquidité et de sécurité pour les investisseurs. Donc voilà, ils s'allient tous ensemble à tous les gros, c'est plutôt encourageant pour le monde du RWA. Toujours dans le narratif des RWA, on a Maple Finance qui a atteint une TVL, attention, tiens-toi bien, 2,6 milliards de dollars.
et un market cap pour le token qui est capitalisé à 600 millions de dollars. Donc c'est complètement fou le développement qu'on a sur du coup Syrup, Maple Finance, tout le protocole, tout ce petit écosystème là. On a de plus en plus de demandes pour avoir des bons tokenisés. En plus de quoi on est en train d'avoir potentiellement, tu vois, une petite correction là sur le monde de la crypto-monnaie. Donc les gens qui ont des stablecoins, ben ils les font travailler. Pourquoi se priver d'avoir un 5% pendant les quelques mois où ça corrige, tu vois, en plus avec un été où tu vas être tranquille, les pieds en éventail, bah autant se prendre 5% annuel, tu vois, d'APY. Bon. Et donc du coup, ben, Maple, ils en profitent. Maple, ils en profitent et ils accumulent une TVL qui est plutôt impressionnante. Ensuite, si on fait un petit point sur le Bitcoin, actuellement, on est toujours au-dessus des 100 000 $, même si il corrige, d'accord. Et comme tu peux le voir, on est en train de s'appuyer sur cette espèce de support qu'on avait repéré ensemble aux alentours des 103 000 $. On avait passé la résistance intermédiaire des 106 500, 107 500. On avait clôturé au-dessus en daily, c'était plutôt encourageant. Mais forcément, géopolitique exige, le Bitcoin, il corrige avec tout le reste. Le S&P 500 n'est pas content, le Nasdaq, c'est la même chose et forcément, ben, le Bitcoin, il en pâtit lui aussi. Jusqu'à preuve du contraire, on a toujours un Bitcoin qui est dans notre range, il est en train de s'appuyer sur le support des 102 000, 103 000 $. On aimerait voir un Bitcoin qui, allez, s'il a envie, vient en direction des 100 000 $, mais il ne doit pas clôturer en dessous. Ça viendrait pas compromettre le cycle, d'accord, mais si tu viens casser cette target, ça t'amènerait dans un premier temps aux alentours des 98 000 $, et puis si ce support ne tient pas, eh bien la prochaine étape, ça serait cette espèce de fair value gap qu'on a laissé derrière nous, tu vois, aux alentours des 93 000 $. Et donc, tu pourras avoir une petite cascade de liquidité, ce qu'on n'aime pas trop voir, ce genre de journée rouge qui fait pas plaisir au monde des altcoins. Et d'ailleurs, si on fait un petit point sur la charte Other qui te montre le market cap de toute la crypto-monnaie excluant le top 10, on est toujours à l'intérieur de notre espèce de range, notre espèce de canal descendant avec une jambe haussière qui t'amène à l'intérieur. Donc jusqu'à preuve du contraire, ok, tant qu'on ne casse pas cette espèce de canal descendant vers le bas, on doit avoir une sortie vers le nord. Statistiquement, tu as plus de chances d'avoir ce scénario-là. Maintenant, est-ce qu'on va aller retester la borne inférieure de ce canal? Ben, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Combien de temps est-ce que ça va durer? Écoute, on est dépendant de plein de choses. Maintenant, on peut plus se fier uniquement à la technique. Mais d'un point de vue trading, tant qu'on ne vient pas s'installer en dessous de ce bottom qui avait engendré une grosse impulsion en direction les 295, tu vois, approximativement sur la charte Other, je pense que voilà, il n'y a rien qui est compromis sur un futur pump de Other. Sur la charte Other, à se rappeler aussi que lorsque tu te mets en weekly, on est maintenant sur la 6e semaine corrective. 6e semaine corrective. Et qu'est-ce que tu avais ici qu'on avait regardé ensemble? Lorsque tu avais pété, hop, la résistance oblique là, à la fin de l'été 2024, finalement ce qu'on a fait ici en avril, quoi. Tu avais eu une petite impulsion sympathique qui avait duré 3 semaines. Nous, elle était encore plus brutale, plus puissante. Elle avait duré 1 semaine. Ok. Et suite à cette impulsion, on avait corrigé pendant 3 semaines. On avait eu 3 semaines dégueulasses, tu vois. Suite à quoi, on avait eu un gros pump. Un gros pump sur le marché. Et là, maintenant, ça fait 6 semaines. 6 semaines qu'on est dans le rouge. Donc, à un moment donné, tu vois, on va avoir du vert. On va avoir un peu de plaisir dans ce monde de brut. Ça serait plutôt magnifique d'avoir une semaine qui se termine dans le vert et d'avoir une explosion comme on l'avait eu ici. Est-ce que ça va se passer de la sorte? Est-ce que le passé va se répéter? Eh bien, écoute, on verra ça ensemble. Mais bon, pour l'instant, on reste focus sur Trump. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Malgré tout ce qui se passe en ce moment, on essaie de garder le sourire, nom de Dieu. Dans tous les cas, si ça t'a plu, merci de me mettre un petit like et un commentaire pour me donner la force. Abonne-toi si tu ne l'es pas déjà et on se retrouve demain à 5h du matin. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao!